Bonjour à tout le monde, à toutes et tous, comme il faut dire maintenant. Bienvenue à cette table ronde sur le financement de la réindustrialisation. On l'a intitulé avec un titre un peu pompeux, donc financer la réindustrialisation de la France, comment appréhender les spécificités des startups industrielles. Avec un descriptif de table ronde que je vais vous lire. Alors que les levées de fonds diminuent cruellement en France et en Europe et que les startups industrielles peinent davantage à attirer des financements que leurs consoeurs du digital, les 4 intervenants, entrepreneurs et financiers, échangeront sur la façon d'améliorer la mobilisation de l'argent privé pour financer la réindustrialisation portée par ces jeunes entreprises innovantes. Donc, j'accueille pour cela 4 personnes. Je suis très bien entouré parce qu'on a une forte présence féminine et je m'en réjouis. Asma Boaja, que je vais te laisser la parole dans quelques instants, qui est la CEO d'Aerial Coboticus. Quentin, qui est le directeur des affaires publiques de Néolith. Lorraine, qui travaille chez Seb et qui est en charge le fonds CVC. Et Nadia, qui travaille pour un fonds d'investissement qui s'appelle Iota Capital. Bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation. Asma, je commence par toi si tu le veux bien. Donc Aerial Coboticus, c'est ce qu'on appelle une start-up industrielle. Est-ce que tu peux nous expliquer pour commencer ce que vous faites, ce que vous proposez comme solution innovante et où vous en êtes en termes d'industrialisation? Oui. Nous, c'est Aerial Coboticus. On conçoit et on fabrique ce qu'on appelle des aerial machines. C'est des drones, des gros drones industriels de haute capacité. Leur objectif, c'est de réaliser des travaux de maintenance en hauteur. Et c'est des travaux qui peuvent supporter des forces de recul. Enfin, c'est des machines qui peuvent supporter des forces de recul importantes. Donc, on peut faire, par exemple, du décapage très haute pression avec plus de 1000 bars au bout de la lance de THP. Ça peut être de la projection de matière. Nos marchés sont le naval, le nucléaire, l'industrie en général et les bâtiments. Et c'est des machines filaires qui peuvent travailler en continu. On est aujourd'hui en phase de pré-industrialisation, donc en fin de phase de pré-industrialisation. Donc tu destines, tu destines tes solutions plutôt aux grandes entreprises? Oui, tout à fait. Oui, on est en B2B, effectivement. Donc, comme par exemple comme par exemple pour EDF, par exemple on est lauréat France Relance Nucléaire justement pour faire une machine qui est donc capable de faire la réfection du béton, notamment dans le cadre de la prolongation de la durée de vie des centrales, c'est de pouvoir faire la réfection du béton des aéroréfrigérants des centrales, par exemple. Voilà. Et alors, justement, pour revenir à notre sujet du financement, pour un projet comme le tien, on imagine facilement les capex que ça implique. Quels sont les volumes d'investissement nécessaires pour financer cette industrialisation? Alors, jusqu'à aujourd'hui, on a levé 2 millions et on a encore plusieurs millions à lever encore pour la phase d'industrialisation jusqu'à la commercialisation. Alors, nous, on a fait le choix dès le départ qui nous a été reproché longtemps avant l'arrivée du Covid, qui est de tout faire chez nous. On est vraiment made in France, mais made in Rungis même, c'est là où on est implanté. Il va falloir inventer un logo made in Rungis. Voilà, made in Rungis. Et souvent, les fonds d'investissement nous disaient pourquoi vous fabriquez vous-même, allez fabriquer en Chine. Ils ont arrêté de dire ça après le Covid. On s'est financé jusqu'à aujourd'hui essentiellement en love money, en subvention, enfin en financement public, et on a un fonds industriel qui est rentré aussi dans le capital de la société. Et c'est pas un sujet évident. Nous, on a une machine qu'on conçoit et on fabrique. Les startups industrielles, ça peut être extrêmement varié. On est toujours sur des financements de CAPEX importants. De matériel pour la R&D, de matériel pour la production, pour l'industrialisation, des temps longs et des niveaux d'investissement qui sont de l'ordre de 2 millions à plusieurs millions en fonction des phases. C'est assez varié, mais c'est effectivement beaucoup d'investissement. Et alors justement, pour ta prochaine phase, tu as déjà estimé de combien tu avais besoin pour financer? Oui, on est autour des 7 millions à peu près, pour vraiment jusqu'à arriver sur le terrain et avoir les premiers financements.
Okay. Les premiers chiffres. Et les financements publics dont tu parlais, c'est principalement BPI France ou il y a d'autres sources? Oui, c'est principalement BPI France et la région Île-de-France. On a obtenu des subventions de BPI qui nous a accompagnés en fait, depuis le début de la société, donc avec des plus petites subventions, plus grandes en fonction de l'avancement de la société et du produit. Et la région Île-de-France où on a eu Innovop Proto et des avances remboursables aussi avec la BPI. Ça nous permet de rappeler le rôle important de BPI France et salutaire. Et vraiment tous les financements publics sont très importants. C'est les financements de la BPI, mais aussi les avantages qu'on peut avoir en tant que société qui a une forte part de recherche et développement. Tout ce qui est CIR, tout ce qui est aussi financement des jeunes docteurs, c'est quelque chose de très important pour les startups industrielles. Mais de l'autre côté, il y a le financement privé pour 1 euro et 1 euro de financement privé. Et c'est là où il y a encore beaucoup de travail, je pense. Alors justement, en parlant d'argent privé, j'ai Nadia juste à côté de moi. Nadia, tu es managing partner de Iota Capital. Iota se présente comme le premier investisseur en capital dédié à l'industrie du futur. Alors moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce que tu mets derrière le terme industrie future, parce qu'en fait, ça peut à la fois qualifier des entreprises qui proposent des solutions de transformation, donc plutôt digitales, mais ça peut aussi qualifier des startups industrielles qui, elles, produisent du hardware. Alors qu'est-ce que vous mettez derrière ce terme ? Merci beaucoup Jean-Philippe pour cette invitation et merci Asma pour cette présentation des problématiques des startups industrielles. Alors, effectivement, nous, à Iota Capital, depuis notre création, on est une société de gestion de capitaux indépendante et depuis l'origine, on s'est positionné comme effectivement en soutien de l'industrie du futur. L'industrie du futur, ce sont les solutions c'est l'intégration des solutions de digitalisation, mais dès l'origine de Iota, c'est-à-dire dès 2018, on s'est aussi projeté vers une industrie tournée vers la décarbonation. Et donc, on va aller aider nos entreprises à se décarboner ou pousser des solutions, des entreprises qui proposent des solutions de décarbonation. Là aussi, elles peuvent être digitales, mais dédiées à l'industrie, ou des startups industrielles qui ont mis leur innovation au service de la décarbonation et qui, aujourd'hui, connaissent une phase d'accélération de croissance que nous venons aider à financer. Tu as des exemples à nous donner ? Oui, il y a beaucoup de... Alors, je veux déjà commencer par saluer nos deux start-upers industriels et dire qu'on a quand même en France un écosystème de... Moi, j'aime bien les appeler des petites PME parce que start-up, c'est un peu connoté très, très digital, mais des petites PME industrielles très innovantes. Quand je dis innovantes, ce n'est pas forcément de la très grosse deep tech, hein, c'est simplement de l'innovation au service des nouveaux enjeux de l'industrie. Et je pense que la décarbonation qui est notre angle à Iota, c'est un des angles qui permet de soutenir vraiment l'industrie en France, puisqu'il y a une vraie traction de marché dans les grands groupes. Donc on a cet écosystème de PME, ça peut aller de la récupération de chaleur fatale, donc quelque chose qui n'est vraiment pas du tout... c'est pas du tout l'ordinateur quantique, mais évidemment aussi des solutions digitales d'optimisation. Ça peut être de la récupération, des méthodes pour aller chercher des technologies pour recycler du plastique qui aujourd'hui n'est pas assez recyclé. C'est en fait assez large. Et ce qu'on voit, c'est qu'en fait, une entreprise industrielle française, une petite PME, une start-up industrielle, quand elle est capable d'apporter cette différenciation, notamment décarbonation, elle arrive finalement à taper dans l'œil des grands acheteurs, des grandes ETI, voire des grands groupes, qui ont globalement tous pris des engagements de réduction d'empreinte carbone et qui sont en recherche de ces PME pour devenir leurs partenaires de décarbonation. Et donc notre ambition, c'est d'aller soutenir ces entreprises, c'est de les identifier et c'est d'aller leur permettre, juste après le moment où elles ont développé leurs produits, donc juste après votre phase, chère Asma, quand elles ont leurs produits déjà bien industrialisés, qu'elles doivent en fait passer de quelques millions d'euros de chiffre d'affaires à 50, la phase de scale-up, comme on dit en bon français. Notre objectif, c'est d'aller les financer à ce moment-là. Ok. Et donc là, tu nous as dit quelle était la typologie d'investissement du fonds. Et ça représente quoi réellement en volume pour Iota Capital, en volume d'investissement? Tu as des chiffres à nous donner? Oui, bien sûr. Alors, nous avons en fait 2 fonds à Iota Capital. Le premier fonds, il fait 132 millions d'euros. Et c'est un fonds qui va transformer des PME
plutôt classiques. Donc là, on n'est pas sur start-up industrielle. Des PME classiques, elle est placée dans une double trajectoire de croissance et de décarbonation. Donc on a toute une méthodologie de décarbonation qu'on vient apporter aux dirigeants, parce que le dirigeant sait très bien développer son entreprise, mais c'est vrai que pour se décarboner lui-même, il a souvent besoin qu'on l'aide, qu'on lui donne les bons réflexes, la bonne méthodologie. Donc ça, c'est ce qu'on apporte sur notre premier fonds. Sur notre deuxième fonds, là, il est vraiment dédié aux startups industrielles. Il est vraiment dédié aux entreprises qui dépassent 1 million d'euros de chiffre d'affaires et qui sont dans cette accélération de croissance. On est capable de mettre des tickets allant de 5 à 15, voire 20 millions d'euros. Donc on est vraiment capable d'aller accompagner ces entreprises dans la création de leur première usine, par exemple, de grande taille, dans cette accélération. Et donc notre objectif, c'est d'aller vraiment déployer un fonds assez conséquent pour aider 10 à 13 entreprises industrielles à réussir ces scale-up. Est-ce que tu as 2-3 exemples de noms d'entreprises à nous donner? Alors, pas encore, puisque nous sommes encore... elles sont encore confidentielles, mais je tiens juste à dire, avec les quelques exemples que j'ai donnés de typologie, qu'on est vraiment en France avec de très très belles entreprises. Et si je peux me permettre aussi sur la décarbonation, on a la chance en France d'avoir une industrie qui bénéficie d'une énergie très décarbonée. La France a une énergie carbonée à 9%, en Allemagne c'est 60%. Donc on embarque déjà une empreinte carbone réduite. Et ça, c'est un atout dont jouissent les startups industrielles et qu'elles doivent mettre en avant pour avoir cette différenciation bas carbone. Bon, l'idée n'est pas de faire le procès des fonds d'investissement, tu le sais bien, et on a besoin de vous, vous êtes très important pour notre écosystème, mais est-ce que tu comprends la critique qu'on entend parfois à la petite musique en disant les fonds privés ne se mobilisent pas assez, notamment Nicolas Dufour le rappelle régulièrement, l'État français met quand même pas mal d'argent public, mais qui est conditionné à de l'argent privé. Est-ce que tu comprends ce message un peu parfois critique à l'égard des fonds d'investissement? Alors, je vais te surprendre, mais je le comprends parfaitement. C'est vrai que pour un fonds d'investissement classique, c'est beaucoup plus simple de dire qu'on fait du growth ou de la start-up en allant financer du software. L'entreprise dans le 9e arrondissement qui fait une super application de cybersécurité, d'intelligence artificielle, ça, c'est vrai que c'est beaucoup plus simple. L'écosystème financier est très habitué à penser en revenus récurrents annuels, en ARR, comme on dit en bon français. C'est vrai. Et c'est vrai qu'on manque de fonds d'investissement. Moi, ce que je vois aujourd'hui dans les PME que j'ai dans mon pipe, c'est qu'elles ont le grand groupe qui les soutiennent, elles ont l'innovation, et il manque dans le trépied, il manque, c'est vrai, l'acteur du private equity qui vient les soutenir. Et c'est un peu pour ça qu'on s'est un peu mobilisé à IOTA pour créer cette deuxième jambe de notre thèse d'investissement, pour aller chercher ces entreprises. Je pense que sur la partie pure start-up, en France, depuis 10 ans, avec tout ce qu'a fait BPI France, on a vu un écosystème qui a soutenu les start-up. Je pense que c'est sur la phase d'après où il y a un vrai manque. Et c'est pour ça qu'on s'est mobilisé, qu'on s'est dit, commençons à le faire nous-mêmes, et puis espérons qu'on ait des fonds amis qui se lancent dans ce qu'on appelle la vallée du désert, entre la start-up et la PME rentable, ce qui manque. On verra un peu plus tard dans la table ronde quelle solution on peut imaginer. Cotin, tu représentes ce matin Neolith, qui est aussi une start-up industrielle, qui est bien connue parce que vous êtes souvent pris en exemple quand on parle de start-up industrielle. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi consiste votre innovation et surtout ce que ça implique en termes de déploiement industriel sur tout le territoire, parce que vous êtes à l'origine à côté d'Angers, mais vous avez une ambition d'implantation forte sur tout le territoire français. Oui, alors Neolith, c'est une entreprise française. On est basé au sud d'Angers. On n'est pas dans une métropole. Ça mérite d'être souligné. À Chalonnes-sur-Loire, en bord de Loire. C'est très joli. Il y a des vignes autour. Ça vaut le coup. Notre activité consiste à traiter des déchets non recyclables et non dangereux pour fabriquer des matériaux de construction. C'est-à-dire qu'on fait de la valorisation de matière pour des déchets qui habituellement sont envoyés en enfouissement ou en incinération, avec des émissions carbone et des effets sur l'environnement qui sont assez conséquents. L'objectif de Neolith, c'est d'abord de réduire les émissions qui sont liées au traitement de ces déchets et en plus de séquestrer le carbone qui est contenu dans les déchets. Ce qui veut dire qu'à chaque tonne de déchets traités, on va réussir à séquestrer 337 kg équivalent CO2.
Donc on fabrique des puits de carbone à chaque fois qu'on traite une tonne de déchets. Ce qui est assez atypique dans le domaine industriel, puisqu'on a plutôt l'habitude d'entendre des grosses entreprises qui essayent de diminuer leur impact ou d'améliorer leur impact. Nous, pour le coup, à chaque fois qu'on va réussir à installer une usine, on a un potentiel de création de puits de carbone qui est colossal. Donc on est dans une tendance qui est plutôt bonne de réindustrialisation, de décarbonation et pour un problème de société qui n'a pas été encore tout à fait traité, la question des déchets. On est tout à fait complémentaire avec les entreprises qui font du recyclage, avec les entreprises qui améliorent le tri, avec le traitement des biodéchets, etc. Nous, on vient vraiment sur la phase finale. La stratégie, pour revenir à ta question Jean-Philippe de Neolith, c'est d'implanter des usines un peu partout en France pour traiter localement du déchet et fabriquer localement des matériaux de construction. Dans des sortes de boucles d'économie circulaire locale, on n'a aucun intérêt à convoyer des déchets sur des centaines de kilomètres et encore moins de convoyer des granulats, des cailloux sur des centaines de kilomètres. Donc l'enjeu pour nous, ça va être de mailler le territoire. On n'aura pas d'usines qui vont faire 1000 ou 2000 emplois d'un coup. En revanche, notre objectif à terme, c'est d'avoir plusieurs dizaines d'entreprises un peu partout, avec une cinquantaine d'employés par entreprise, avec des emplois relativement peu qualifiés, pas ou peu qualifiés, et donc une vraie stratégie de déploiement territorial. Ce qui nécessite quelqu'un comme moi pour aller accompagner, rencontrer les élus locaux, les services de l'État, parce que évidemment à chaque fois on a un tissu qui est très fin, très propre, très particulier, qui nécessite d'être compris et bien appréhendé. Donc voilà la stratégie de Neolith, ce qui veut dire qu'on a à la fois une croissance organique de l'entreprise et puis en parallèle on a un déploiement industriel à financer. Alors justement, ce déploiement industriel, j'imagine que ça nécessite des investissements colossaux, puisque vous allez avoir plusieurs dizaines d'implantations à terme sur tout le territoire. Est-ce que vous avez une idée du volume que ça représente en investissement ? Est-ce que vous, aujourd'hui, vous estimez bien financé ou au contraire sous-financé ? C'est quoi les enjeux pour vous sur ce sujet-là ? Jusqu'ici, on a eu un financement qui était purement corporate. On a levé 80 millions d'euros en tout, dans lesquels on inclut notamment des subventions, parce que dans une période de raréfaction, il est un peu plus noble aujourd'hui de parler des subventions et de la dette qu'on arrive à lever, ce qui est complémentaire de l'equity. Donc on ne se cache pas trop de ça. Ce financement-là, il sert à payer nos 200 employés, ce qui n'est pas rien. Et en parallèle de ça, on est en train de relancer une nouvelle levée, infra pour le coup, pour aller financer nos usines. Une usine, chez nous, c'est à peu près 50 millions d'euros, ce qui peut être énorme, mais en même temps pas énorme. Donc ça dépend un peu du rythme de déploiement. Aujourd'hui, on a l'humilité de penser qu'il faut y aller étape par étape. Une usine, c'est 100 000 tonnes de capacité de déchets. Ça parle peut-être pas, mais c'est quasiment comme si on remplaçait un incinérateur sur un territoire. Donc c'est des gros capex. Et 50 millions d'euros, évidemment, c'est à répliquer. On a designé une usine qui est réplicable, qui est à peu près standardisée. La seule chose qui diffère, c'est la nature du foncier qu'on va pouvoir préempter, de la friche, du bâti existant ou bien du terrain nu. Et j'imagine qu'il y a un intérêt pour les régions ou les collectivités territoriales de dérouler le tapis rouge aussi bien sur le foncier que sur le financement. Est-ce que les régions ou certaines collectivités interviennent pour financer la multiplication des sites sur leur territoire ? On a la chance d'avoir démarré d'une page blanche. Je regarde Lorraine parce que c'est pas exactement la même chose quand on a un groupe industriel avec une histoire séculaire. Donc chez Neolith, ça fait 5 ans qu'on existe. Donc on a démarré en regardant ce qui marchait pas dans le traitement des déchets. On a coché toutes les cases pour produire une solution qui n'a plus les défauts de celle qui existe. Donc on a évidemment cet avantage-là. Le défaut qu'on a, c'est d'être jeune et de devoir encore faire nos preuves à une échelle industrielle importante. Donc on a beaucoup d'arguments. C'est pour ça que je commence par là pour te répondre. On a beaucoup d'arguments auprès notamment des pouvoirs publics, parce qu'il y a peu de nuisances quand on installe une usine Neolith. Il n'y a pas de fumée, il n'y a pas de rejet d'eau usée, il n'y a pas de gaz, il y a très peu de nuisances. On l'a pensé comme ça, l'usine. Et donc une région qui voit arriver Neolith, d'abord elle s'enlève une épine du pied parce qu'elle se rajoute une capacité de traitement de ses déchets. C'est en effet la région qui pilote les schémas de gestion des déchets, le SRADET, le PRPGD pour ceux qui connaissent. Et ensuite, au niveau encore plus local, on a une acceptabilité de l'usine qui est beaucoup plus importante. Donc on fait avec les régions leur financement, parfois via du FEDER, parfois par des fonds publics qui sont créés. Là, j'ai rencontré récemment la région PACA, parce qu'on a un projet d'usine en région PACA. Il y a la possibilité d'investir dans notre usine à hauteur de, je crois, 2 millions d'euros. Donc c'est des moteurs d'investissement qui sont importants. Et
ça donne une touche territoriale à chacune des usines, ce qui pour nous est capital. Oui, c'est vrai qu'on voit de plus en plus les régions qui se mettent à créer leur propre fonds d'investissement, notamment vers les startups industrielles, parce qu'elles voient le potentiel de réindustrialisation, d'autant plus qu'on a quelques chiffres sur les startups industrielles et les 3/4 d'entre elles sont implantées hors agglomération, donc elles maillent tout le territoire français et on voit de plus en plus les régions. Et dernièrement, l'Île-de-France qui a monté un fonds dédié aux startups industrielles. Et ça, je crois que c'est assez salutaire et remarquable. Et je me permets juste de dire qu'il y a une vraie différence entre les régions. Il y a des régions très tendues, où on sent qu'on a nos preuves à faire, et d'autres où on a vraiment en effet le tapis rouge qui est déroulé, parce que c'est des gros enjeux de réindustrialisation, d'emplois locaux, etc. Alors Lorraine, toi pour le coup, tu es en région Aura, une région qui est très industrielle historiquement, où est implanté SEB, et dont tu diriges le fonds corporate, le CVC comme on dit dans le jargon. SEB, c'est une entreprise qui est très proche des startups, pas seulement sur le financement, parce que vous les accompagnez aussi dans le parcours d'industrialisation, mais aussi bien sûr sur le financement, qui est notre sujet d'aujourd'hui. Est-ce que tu peux justement revenir sur ces différentes façons dont vous intervenez pour faire émerger ces jeunes entreprises innovantes? Absolument. Donc déjà, grand merci pour l'invitation, Jean-Philippe, et c'est un plaisir d'être là. Donc SEB, c'est Société d'emboutissage de Bourgogne. Donc on est effectivement bien ancré en région et fier de l'être. C'est une entreprise qui a plus de 100 ans, tu l'as dit, très industrielle. On a 40 sites dans le monde, dont 13 en France. Mais donc malgré la taille du groupe qui fait 8 milliards de chiffres, on a toujours gardé cet esprit très entrepreneurial. Et une des façons dont on l'a gardé, c'est notamment avec la création du fonds SEB Alliance, qui est le fonds de corporate venture de SEB qui existe depuis plus de 10 ans. Et la spécificité de ce fonds, c'est que donc on investit l'argent du groupe, c'est sur fonds propres, et qu'on a un horizon de temps très long, qui est très important justement pour accompagner les sujets, notamment de start-up industrielles, dont on sait que la recherche prend du temps, la construction d'usines également, parfois il y a quelques pivots obligatoires. Et le fait de n'être pas soumis à des investisseurs tiers auprès duquel on a levé des fonds, qui ensuite vous obligent à des comptes de rendu, ça nous donne des perspectives. Est-ce que c'est ce qu'on appelle un fonds evergreen ? Voilà, exactement. Et je pense qu'en ça, ça nous donne notre spécificité. Alors évidemment, quel est l'objectif de ce fonds? C'est de créer des ponts, des synergies entre le grand groupe que nous sommes et les startups, essentiellement au niveau de la tech, pour nous apporter des produits, des innovations qui viennent accélérer les performances de nos produits. Et donc, ces startups nous apportent ces techs différenciantes, leur agilité, très clairement, vous avez des façons d'innover, d'aller beaucoup plus vite que nous sommes, et nous apportons nos process, notre rigueur industrielle, etc. Pour vous donner quelques exemples, donc on a investi dans des startups comme Iten, qui est dans la microbatterie. On a fait également des métaux amorphes, et une start-up récemment qui s'appelle Home aussi, arrêtons l'usage maintenant, qui fait des machines pour nettoyer les verres et arrêter donc les gobelets en plastique. Ils étaient hier après-midi à ta place. Ils étaient hier à ma place, voilà. Et donc comment on les accompagne? On peut les aider dans leur gestion de la propriété intellectuelle. On peut les aider dans leur gestion de fournisseurs. Est-ce qu'ils ont bien challengé les fournisseurs dans les prix, dans la qualification des fournisseurs, dans les process industriels, mais également on fait des co-développements avec eux. On travaille main dans la main sur des projets communs. Et à terme, évidemment, la commercialisation, si on peut, évidemment, l'idée c'est de pouvoir acheter leurs produits. Alors on voit bien la proximité entre AOM et les produits SEB. Est-ce que ça vous arrive d'aller sur des produits qui sont assez éloignés de votre zone de confort, on va dire, qui sont vraiment dans des innovations différentes, ou alors vraiment vous avez à cœur de rester très proche de votre secteur d'activité? Alors il faut qu'on trouve des ponts de synergie avec le groupe, mais l'idée est bien
de bousculer un petit peu le groupe dans ses pratiques et dans ses habitudes pour aller chercher de l'innovation auxquelles on n'a pas pensé. Et donc je vais vous donner un exemple. On a investi il y a déjà un certain temps dans une société qui faisait la navigation robotique, qui faisait les mappings donc de votre maison pour permettre notamment aux robots aspirateurs de se déplacer, de savoir exactement où il est dans la pièce. Voilà. Et c'est cet investissement que l'on a fait qui nous a permis, nous, d'aller dans les robots aspirateurs, là où précédemment, on était vraiment dans les robots hand-stick, les robots traîneaux, les aspirateurs traîneaux. Donc oui, on y va, et c'est justement pour nous attirer vers des domaines que l'on connaît moins. Et comment vous faites votre sélection? C'est vous-même qui ciblez les entreprises dans lesquelles vous allez investir, ou alors vous êtes connu comme investisseur et on vous sollicite directement, et en interne vous avez un comité voilà, qui implique peut-être aussi la direction innovation, je ne sais pas. Comment ça fonctionne? Non, bien sûr, complètement. Donc on fait les deux, on reçoit des tas de dossiers, mais on va nous-mêmes de façon proactive sur certains domaines bien stratégiques identifier, chercher la pépite. On a évidemment les comités internes dont fait partie l'innovation, mais pas seulement, les marchés, différentes personnes. Et comment on les sélectionne? Je dirais peut-être 3 critères importants. Avant tout, l'équipe. Très clairement, et je dis bien l'équipe, hein, souvent c'est important qu'il y ait plusieurs personnes, plusieurs facettes, plusieurs profils différents, qu'il y ait une techno différenciante avec des vraies barrières à l'entrée, pas des copycats déjà vus. Et puis le troisième point qui me paraît très important, notamment quand on touche à la tech, c'est, parce qu'on voit cet écueil malheureusement assez souvent, c'est d'avoir anticipé le marché, les applications. On n'est pas dans le techno-push, on a souvent des très beaux inventeurs qui restent un tout petit peu dans l'académique, les papiers, etc. Et qui oublient de se penser, mais en fait, à quoi ça sert? Quelle est ma cible consommateur? À qui je vais le vendre? Et donc, d'aller chercher jusque-là, d'avoir cette appétence-là de marché, de s'être frotté à ça, c'est clé. Asma, l'écosystème des startups industrielles alerte régulièrement sur le fait que ces entreprises peinent à lever des fonds privés en France. On en a déjà un peu parlé. On a en mémoire une tribune qui avait été signée l'année dernière dans les Échos par plusieurs dizaines de dirigeants de startups industrielles pour alerter sur la situation et rappeler notamment le fait que si ces entreprises n'ont pas ces fonds privés en France, en fait, elles vont installer leur outil industriel à l'étranger et on aura financé la R&D en France, notamment avec de l'argent public, et finalement la valeur ajoutée se fera à l'étranger. Qu'est-ce qu'il en est exactement de la situation dans son ensemble sur ce manque de financement? Alors, c'est effectivement ce que tu viens de dire, Jean-Philippe, c'est ce manque d'investissement privé. En fait, j'ai discuté maintenant que les startups industrielles sont visibles et qu'on ne nous dit plus si vous faites de l'industrie alors vous n'êtes pas une startup. On discute quand même ensemble et avec Start Industrie, on rencontre pas mal de startups industrielles à différents stades et la réponse est toujours la même sur le fonds privé. C'est toujours la difficulté de trouver des fonds privés, mais aux différents stades d'avancement de la société. J'ai l'impression que la vallée de la mort, elle est un peu partout, tout le temps. Donc, à chaque fois, on s'en sort, on passe à l'étape d'après, et au final, on se retrouve toujours avec les mêmes blocages. Et on voit aujourd'hui, il y a plusieurs exemples, effectivement, où on nous disait, on n'a pas trouvé de fonds ici, ni en Europe. Et c'est vraiment à l'extérieur de l'Europe qu'il y a des fonds. Malheureusement, aujourd'hui, c'est toujours une problématique. Mais ça bouge, et en tout cas, on y travaille pour que ça bouge. C'est vrai de le rappeler, parce que là, on brosse un portrait un peu négatif, mais c'est vrai que les choses quand même évoluent. Oui, on se remet à parler d'industrie en France. C'est vrai que ce que tu disais, les startups industrielles, c'était une expression qui, il y a encore quelques années, n'existait pas du tout. Ouais. Startup était égal plateforme, logiciel, c'était du Blablacar et Too Good To Go. Maintenant, on se met à parler des startups industrielles. Donc, les choses évoluent et ça, c'est aussi grâce à vous. Mais est-ce que tu imagines des solutions nouvelles pour aller chercher cet argent privé qui serait, par exemple, dans les fonds, dans les corporates, mais aussi, on parle de plus en plus de l'épargne des Français. Est-ce que tu as des idées? Oui, je pense qu'effectivement, l'épargne des Français, aujourd'hui, dans les phases amont,
vraiment en amorçage, la Love Money, nous par exemple, la Love Money nous a beaucoup aidé. Il y a effectivement l'avantage fiscal pour le financement des PME. Je pense que si si on a un dispositif un peu pareil pour les startups industrielles et à différentes phases de la startup, je pense que ça peut être effectivement une voie de financement. Je pense qu'il y a un travail de communication, beaucoup de communication et de pédagogie aussi à faire, parce qu'il y a toujours cette crainte ah oui, mais je ne vais pas financer des capex, oui, mais quand est-ce que le produit va sortir, quand est-ce que ça va être rentable. Je pense qu'il faut vraiment communiquer beaucoup sur les startups industrielles, sur la rentabilité des startups industrielles. Elles sont rentables et elles peuvent être vraiment très rentables. Il faut donner des exemples, et même des exemples à l'étranger aussi, pour dire voilà, si on les finance, voici ce que ça peut donner. On peut créer de nouvelles industries, on peut transformer des marchés totalement. Donc il y a ça, et il y a aussi communiquer beaucoup sur le temps. C'est vrai, c'est un temps long. On ne peut pas avoir un produit rapidement, on ne peut pas avoir un chiffre d'affaires très rapidement. Et ça, en fait, si on veut réindustrialiser la France, il faut dès maintenant s'y mettre, parce qu'il faut du temps. Donc c'est maintenant qu'il faut commencer pour arriver au régime de croisière où on sera dans j'ai des startups qui sortent, qui sont rentables, j'ai d'autres qui rentrent, elles vont sortir peut-être dans 10 ans. Voilà, il y a vraiment beaucoup de communication. Ouais, je pense que ne serait-ce que établir un langage commun avec les financeurs, les investisseurs, c'est important. Nous-mêmes, je parle au nom de l'écosystème des startups industrielles, on a un effort à faire de pédagogie pour que les investisseurs comprennent davantage les dossiers, le temps long, ce que ça représente en termes de jalons, d'investissement, etc. C'est vrai que nous-mêmes, on a des efforts à faire de ce côté-là. Mais pour reprendre ce que tu disais, un frein qu'on a aussi, c'est qu'en Europe, on n'a pas d'exit encore. Ils en ont aux États-Unis, mais en France et en Europe, on ne sait pas dire il y a eu tel retour sur investissement sur telle boîte. Aujourd'hui, on ne sait pas. Ça viendra dans les toutes prochaines années. Mais ça viendra, et toujours sur la pédagogie. Nous, par exemple, le fonds d'investissement qui est rentré dans le capital de la société, c'est un fonds qui est habitué à financer l'industrie. Donc il faut c'est très important que ça soit des fonds qui sont conscients de ça, conscients que le rendement n'est pas tout de suite. Mais il y a quelque chose que tout le monde pense, c'est une start-up industrielle, c'est plus risqué qu'une start-up du numérique. C'est pas vrai. Je tiens à le préciser. On fait quand même pas mal de calculs, on va dire, pour vraiment éviter au maximum les risques. On fait tout pour ça, et c'est pas parce que c'est long, ou parce qu'il faut fabriquer, ou parce qu'il faut investir, que c'est plus risqué. Non. Donc, Quentin, tu partages le même point de vue ? Oui, alors il y a une phase de démarrage où en effet les levées sont plutôt corporate, c'est de l'equity, on grandit, on prouve que l'idée est bonne, et puis on arrive à l'amorce où on change aussi de profil d'investisseur. Nous, on a les deux, on a des investisseurs qui fidèlement nous suivent. On a Otium Capital, que tu connais par exemple, qui est revenu lors du dernier tour en décembre, qui se projettent donc dans le long terme. Et puis on a des fonds qui viennent d'arriver là, qui sont Airgreen par exemple, qui visent le financement des infrastructures par la suite. Et ça, Otium, ils ont recruté un ancien ministre de l'Industrie aussi, donc ça aide. Peut-être, mais en tout cas, ils comprennent ce que tu viens de dire, Asma, ils comprennent le temps long, ils comprennent les capex intensifs au départ et des chiffres d'affaires. Malgré tout, il y a du récurrent. En tout cas, chez nous, chaque tonne de déchets traités, c'est entre 100 et 200 euros. Donc il y a de la matière après. Donc je suis assez d'accord avec ça. Les business models sont aussi à penser, et je pense que dès le départ, il faut aussi préparer le phasage des levées, quoi. On ne sait pas exactement dans quel temps, mais nous, pour donner un exemple, ça fait 5 ans qu'on existe. Si on n'a pas la capacité à lever pour financer nos premières usines dont tu parlais tout à l'heure, on n'a pas de raison d'être, en fait. On coûte beaucoup trop cher, on a un cash burn qui est hyper important chaque mois, et donc nécessairement, ça passe par le déploiement de nos usines. Nadia, de ton côté,
Alors, si tu devais te faire le porte-parole des fonds d'investissement français, est-ce que tu sens qu'il y a une évolution dans leurs pratiques? Est-ce que tu sens qu'ils vont davantage vers l'industrie? Je pense notamment à deux initiatives qui devraient en théorie doper un peu les choses. C'est le Fonds national de venture industrielle qui a été un fonds de fonds lancé par BPI France et l'initiative TIBI2 pour laquelle on a quand même fait pas mal de lobbying pour que la thèse industrielle soit, pour que l'industrie soit inscrite dans la thèse de TIBI2. Je pense qu'on a eu un certain succès, on peut s'en réjouir. Et comment tu vois cette évolution toi, du côté des fonds? Alors d'abord, merci pour tous les efforts sur Tibi, puisque notre fonds a obtenu le label Tibi2. Bravo. Et effectivement, on parle beaucoup des fonds d'investissement. Certains ne connaissent pas l'industrie. Ça, c'est vrai. Maintenant, toutes les initiatives du type fonds de fonds FNVI, ça vient irriguer les fonds qui ont envie de se saisir de la question d'industrie. Et c'est vrai qu'avec le FNVI, on va voir d'autres fonds, et je m'en réjouis, qui vont investir, qui vont s'équiper aussi de connaisseurs de l'industrie pour le faire bien et pour aller contribuer à ce que j'appelais la partie du trépied qui manque un peu, qui est le private equity industriel. Donc ça, ce sont des initiatives qui sont très salutaires parce qu'on parle beaucoup des fonds d'investissement, mais il y a aussi les levées des fonds d'investissement. Et les levées des fonds d'investissement, là aussi, on a les mêmes règles que vous. Il ne faut pas faire que du public, il faut du privé. Et c'est vrai qu'au niveau, tu parlais de peut-être mobiliser l'épargne des Français. C'est vrai qu'on a du mal, avec certaines catégories d'acteurs, à aller convaincre que l'industrie, et nous on en est absolument convaincus, l'industrie en tant qu'investisseur, c'est rentable. En soi, nous, on a dégagé de très, très beaux multiples sur l'industrie. Et en particulier, en ce moment, où on a vraiment cette redistribution des cartes, des grands groupes qui sont prêts à jouer le jeu, qui sont prêts à donner de la visibilité. Donc, on a vraiment aujourd'hui un moment industrie extrêmement porteur. Et puis, accessoirement, on a aussi un impact dans les territoires qui peut être sensible, qui peut intéresser certains acteurs très, très locaux. Je pense aux banques régionales qui sont sensibles au fait que des emplois de qualité dans les territoires, c'est quand même ce qui va aider à la réindustrialisation. Mais heureusement qu'on a ces initiatives publiques parce que les fonds, pour se lancer dans l'aventure, ils ont aussi besoin de lever. C'est vrai, on en parlait parce qu'il se trouve qu'avec Nadia, on était dans un comité industrie au sein de France Invest et c'est des sujets sur lesquels on a pas mal réfléchi. On avait notamment travaillé à créer une grille. Oui. On n'a pas encore abouti, mais on espère que ça viendra et que ça améliorera la compréhension des dossiers. Mais c'est vrai qu'au sein de cette commission, il y a des fonds d'investissement qui nous disaient on entend que vous manquez de financement, mais nous-mêmes, fonds, en fait, on doit convaincre nos investisseurs institutionnels d'aller vers l'industrie. Et en fait, c'est aussi ce verrou-là qu'il fallait casser. Alors, tu parlais des grands groupes. Et justement, Lorraine, est-ce que toi, tu penses que les grands groupes pourraient faire davantage du point de vue du financement? Oui, alors toujours. Alors évidemment, on peut toujours faire mieux. Il faut savoir que le modèle de fonds CVC, donc de fonds corporate au sein des grands groupes, est maintenant très très répandu. On est nombreux en France, plus d'une quarantaine, et on se regroupe régulièrement d'ailleurs. Donc c'est fréquent, les grands groupes ont cette appétence d'aller financer les startups, les accompagner. Il y a, au-delà de la volonté des grands groupes qui existent, il faut savoir que les startups sont parfois méfiantes de nous accueillir à leur capital. C'est étonnant. C'est vrai, c'est un autre sujet. Mais c'est un autre sujet, parce que se disant justement, parce que tu parlais d'exit, Jean-Philippe, se disant, mais si j'accueille un grand groupe dans mon capital, d'emblée, il va me racheter, je vais être amené à faire exactement selon ses ordres et je perds toutes sortes d'opportunités, etc. Il faut savoir que ce n'est pas le cas, en tout cas pas dans notre façon d'envisager les choses. On est bien dans notre poste de minoritaire. Et voilà, on est là pour tester, on se met à disposition des fondateurs pour tester des choses, mais pas d'emblée pour racheter, quoi. Mais oui, moi je pense qu'on peut faire plus. Je pense que notamment l'initiative dont tu me parlais, France Industrie, où les grands groupes échangent ensemble sur des sujets transverses. Quand on pense à l'industrie, il y a quand même des sujets que l'on touche tous de la même façon, hein, que ce soit le sujet de l'emploi,
le sujet de l'éducation, comment attirer les compétences dès le plus jeune âge à l'industrie, le foncier, la transition écologique, la transition digitale. Enfin, je veux dire, on a un nombre de sujets en fait communs au grand groupe et de pouvoir se réunir. Alors j'ai compris que France Industrie, voilà, exactement, on avait offrait justement ce lieu d'échange. Voilà, je pense que je crois beaucoup moi aux écosystèmes. D'ailleurs, au niveau européen, je pense que ce serait sain de le faire au niveau européen, d'écosystèmes d'échange entre grands groupes, entre universitaires, entre financiers, pour voilà, ce partage d'idées, ce partage d'investissements, de start-up, évidemment. Et je pense que c'est en créant cet écosystème, les Américains l'ont bien compris, hein, on crée une émulation, une énergie et une envie, une compréhension des sujets qui, je pense, va nous aider à... C'est des actions de long terme. Si on réfléchit ça en quick win, on a eu dans la loi de finances cette année une incitation fiscale pour les particuliers qui investissaient en capital dans les jeunes entreprises innovantes, notamment de rupture dans lesquelles sont placées les startups industrielles. Donc ça c'est pour les particuliers. Est-ce qu'on pourrait imaginer, toujours dans une logique de quick win, une incitation pour les CVC, pour les grandes entreprises ou les investisseurs institutionnels de nature fiscale ou autre hein, d'ailleurs, à aller vers ces entreprises, à investir davantage dans ces entreprises? Oui, j'imagine, ouais, bien sûr. Et moi, je trouve que toutes ces initiatives-là qui amènent à ouvrir le capital, ouvrir les... Voilà, me paraît très saine. Voilà, Tibi 2 aussi avait beaucoup incité à ça, hein, s'était aussi intéressé aux entreprises. Je pense qu'il y a juste évidemment des pincettes à prendre dès qu'il s'agit d'aller chercher voilà, des fonds particuliers, etc., ou d'incitations fiscales, de bien le faire dans le cadre... Voilà, que ce soit des réglementaires, que ce soit de la protection des intérêts des uns et des autres, qu'il n'y ait pas de notion. Mais après, il faut suivre l'exemple américain. Hein, quand on voit ce que font les Américains en termes de subventions et d'aide aux grands groupes et à l'industrie de façon générale, c'est très inspirant. Et je pense les particuliers, les entreprises sont davantage incités à investir aux États-Unis, ou c'est plus une culture Je pense que c'est plus une culture aussi. Ouais. Ouais. D'accord. Un mot de conclusion, si vous voulez bien. Est-ce qu'il y a une solution que vous imaginez pour améliorer ce panorama un peu négatif? Désolé, mais il y a quand même beaucoup de raisons d'espérer. Alors, je ne sais pas si je peux donner une solution, mais ce qui est sûr, c'est que... Une piste. Non, mais c'est surtout, je voudrais, pas nuancer, mais dire que quand même les choses bougent. Mais c'est délicat, ça reste... c'est encore, on n'atteint pas encore l'équilibre, ce que je disais, le régime de croisière. Donc il faut continuer dans cette direction, ça va dans le bon sens. On y travaille, et les fonds aussi, les fonds corporate aussi. Faut qu'on continue, il y a encore beaucoup de travail. Mais, voilà, ce type de table ronde, c'est la démonstration qu'on échange quand même régulièrement, qu'on communique, et c'est aussi comme ça que ça marche. Quentin ? De notre côté, on est quand même très optimiste. On a un accueil qui est extrêmement favorable. On a... malgré des difficultés, hein, c'est pas facile de lever, c'est pas facile de grandir, mais on a quand même un bon suivi. On est aligné à un endroit où on nous attend, où la France peut se démarquer. On en a souvent parlé avec toi, Jean-Philippe et Nicolas. L'industrie peut aussi avoir un effet multiplicateur extrêmement important dans le domaine de la décarbonation, on a dit en parler. Dans le domaine du green en général. Et ce qu'on pense, nous, c'est que la puissance de l'usine, c'est qu'on n'a pas juste des petits effets cliqués, on a vraiment un effet massif très important. Donc là-dessus, nous, on est extrêmement positif et optimiste. Et puis, on a des financiers qui, malgré tout, dans un contexte pas facile, parce qu'il y a aussi, encore au-dessus des fonds, ce que tu expliquais, il y a aussi un contexte géopolitique, il y a aussi la rareté de l'argent, des taux d'intérêt qui sont très élevés. Donc il y a un contexte qui est difficile. Ça va petit à petit, à mon avis, se dissiper. Et donc on risque d'avoir un bon retour. Et puis, dernière chose que je voulais dire, l'industrie a la chance de pouvoir raconter quelque chose. Le digital, je pense qu'on en est un peu bassiné, ça marche bien, il y a des super idées, c'est génial. Mais l'industrie, c'est concret. Les visites qu'on fait d'usines, tu le sais bien, elles sont toujours hyper convaincantes. On raconte, on montre, il y a du lourd, il y a de la matière, il y a du costaud. Et ça parle beaucoup. Et je pense qu'on revient aussi à du matériel et à du concret. Et puis, peut-être pour finir, on est peut-être un peu lassé de l'innovation pour l'innovation. On est en train de chercher de l'innovation, à mon sens, pour du progrès.
Et le progrès, il trace une ligne particulière. Et dans notre cas, elle est plutôt écologique. Dans d'autres, elle est plus technique ou elle est plus au service pour le quotidien. Mais voilà, nous, en tout cas, on est positif. Si vous voulez venir à Chalonnes-sur-Loire, vous aurez de bons exemples de 200 personnes très enthousiastes. Merci beaucoup. Lorraine, Nadia, un mot de conclusion court parce qu'on me fait signe qu'on doit rendre la scène. Je vais très vite. Moi, je partage complètement votre enthousiasme et le fait qu'il se passe quelque chose. Ça fait déjà 3-4 ans qu'il se passe quelque chose sur la deep tech et sur la tech de façon générale, d'industriel. Donc moi, je suis très encouragée. Je pense que, si je dois dire un mot de conclusion, il faut qu'on unisse nos efforts. Je vois parfois de nombreuses initiatives, peut-être trop nombreuses parfois, mais qui sont d'un très bon signe. Et je pense que le temps est peut-être maintenant à les unir, à pas dupliquer, éparpiller, refaire, etc. Mais à unir, tant différents métiers que des métiers similaires qui font la même chose au niveau européen. Voilà. Super. L'unité et Europe. Alors, encore plus court. Moi, je tiens quand même à saluer un écosystème de PME français exceptionnel. On l'a déjà dit, mais les PME, les startups industrielles, elles ont aussi face à elles, je trouve, un État et des collectivités locales qui jouent beaucoup plus le jeu qu'il y a 5 ans, qui financent, qui comprennent l'industrie, qui essayent de débloquer plutôt qu'essayer qui est en vrai soutien. Nous, on est prêts, nous à Iota Capital, et on n'est pas les seuls, on est prêts à jouer le jeu. Et c'est vrai que, très honnêtement, vu de l'extérieur, nous, on plaide pour dire aux investisseurs, l'industrie, ça marche. C'est pas seulement sympa et ça aide les territoires, même si c'est vrai. Mais en plus, c'est rentable. Il y a de la croissance, il y a une traction de marché, il y a un moment de l'industrie et il faut le saisir. Donc, longue vie à vos 2 entreprises et à toutes ces entreprises magnifiques sur le territoire. Merci beaucoup à tous les 4. Je retiens, c'est rentable. Il faut le redire. Merci.